me présente, Dr Dorbas, chirurgien vasculaire à l'hôpital civil. Le professeur Raphaël Betti, je le connais depuis 2013. On s'est rencontrés en Syrie lorsque la première formation à la chirurgie et à la médecine de guerre. J'étais interne en 12e année de chirurgie vasculaire. J'avais vraiment besoin de cette formation. On s'est rencontrés là-bas. Après, j'étais formateur dans ce centre de formation créé à la frontière syro-turque, à Bablawa. Et puis, je suis venu ici en France. Il m'a aidé pour venir ici pour poursuivre mes cursus. J'ai eu la chance l'année dernière aussi de partir pour une mission en Ukraine pour aussi faire une formation à la chirurgie de guerre avec le professeur Ponce et le professeur Raphaël Betti. Depuis quelques mois, on entend des news sur Gaza. Donc ça n'a pas pris beaucoup de temps. J'ai pris contact avec l'association PALMED. J'ai envoyé mon CV. Et puis, c'est parti. Avant de partir, il nous a envoyé un papier. Je vais vous montrer ce papier. Il ne fonctionne pas. Voilà. Donc c'est un papier qu'on devait reconnaître et signer avant de rentrer à Gaza. Donc dans le rouge, donc on est reconnaissance de tous les risques possibles sur nous. Donc les blessures graves, les blessures corporelles et aussi la mort. Donc ça a pris 2 secondes, j'ai signé ce papier et je suis rentré à Gaza, dans l'hôpital européen qui est à 2 km, on voit le point rouge de la frontière. Dans cet hôpital, on était bien accueillis par l'organisateur, par les soignantes et aussi par des centaines d'enfants qui habitent dans les camps et aussi dans l'hôpital lui-même. Donc, dans cet hôpital, la première chose qui nous choque, de se balader dans les couloirs avec 30 000 habitants à l'intérieur de l'hôpital. Il y avait beaucoup des ateliers de coudre. Ils ramassent les draps de partout, sous les deux combles ou de partout, pour les faire coudre, pour fabriquer comme des draps. Et derrière chaque drap qu'on voit ici, il y a une famille déplacée du nord de Gaza vers le sud, vers Rafah. Ils ont perdu leur maison, leurs appartements et leurs proches aussi. Donc je me rappelle bien, une fois j'avais un patient avec une blessure dans l'artère fémorale, j'étais en train de comprimer, il fallait passer en urgence au bloc opératoire. Donc on comprime, on pousse, devant nous il y avait 2 personnes pour se réveiller les gens et pour ouvrir le chemin pour arriver au bloc opératoire. Les gens, ils habitent ici, ils continuent leur vie, ils cuisinent, ils font tout dans les couloirs de l'hôpital, dans des conditions tellement graves et avec l'absence de produits d'hygiène aussi. Sur le couloir, en montant les escaliers aussi, derrière chaque drap, il y a une famille. Moi, je passe 3 fois par jour au moins pour monter au bloc opératoire. Donc, à chaque fois que je passe, il y a 7 familles qui sont arrangées leurs affaires dans les fenêtres. Ils dorment ici derrière les draps. Et ça continue pendant 15 jours, je le voyais toujours. Dans cet hôpital, il n'y a plus de place. Cet hôpital, il y a 400 places qui sont tout remplies. Il y a une chambre qui tient pour 4 patients. Et dans la chambre, on trouve 8 familles avec leurs enfants, avec tout, qui utilisent tout dans des conditions d'hygiène tellement graves. Comme il n'y avait pas de place à l'hôpital, dans cette chambre, qu'on l'appelle en France le déchocage, ce patient qui dort, il n'a pas trouvé de place pour dormir, donc il se couchait là-bas, avec une fracture dans la jambe. Il a laissé ses valises à côté. À côté de lui, il y avait une petite dame avec des blessures tellement graves qui a nécessité une intubation, qui attend une place dans le soin intensif, qui aussi, il n'y avait pas de place. En passant dans le service du pied diabétique, parce qu'il y avait beaucoup de pathologies chroniques, on voit cette dame avec un pansement sur le pied diabétique. Comme j'ai parlé dans la chambre, pour 4 patients, il y en a 8 familles à l'intérieur. Donc on devait faire le pansement et à côté sa fille qui est en train de préparer la cuisine et le pain dans des conditions tellement graves. Et lorsqu'on demande des malades qui sont bien soignés, il faut sortir, ils nous posent l'action, on sort où? Il n'y a plus de place, leur maison a été détruite, ils n'ont plus de proches, ils ont perdu leurs proches, il n'y a plus de tente, le tente ça coûte 800 €, donc il n'y a pas de possibilité de sortir de l'hôpital. C'est pour ça que l'hôpital il est surchargé
et on ne peut pas accueillir de nouveaux malades. Ce n'est pas que le peuple, les gens qui font ça, aussi les soignantes. Les soignantes, elles habitent dans des conditions tellement graves, parce qu'à la fois, depuis 5 mois, ils sont volontaires, ils travaillent jour et nuit, ils sont épuisés, et au plus, ils rentrent chez eux à la fin de travail. Mais chez eux, on ne sait pas où. Ça peut être dans un tente, ça peut être dans une petite chambre à l'hôpital. Dans le logement où il nous a fourni à l'hôpital, on était 4 médecins dans une seule chambre. La chambre à côté, il y avait 8 médecins. À côté de nous, on se partage le salle de bain et tout, avec des familles, des médecins qui habitent tous ensemble dans une seule chambre. Donc, cette infirmière d'anesthésie qui a perdu sa maison au nord de Gaza, il habite dans un tente, mais il n'a pas d'électricité. Donc, il prépare le bain, la cuisine à l'hôpital, le seul endroit qu'il peut le faire. Les gens là-bas, ils cherchent la vie. Ils cherchent que la vie. C'est pour ça que je les appelle les chercheurs de vie. On les trouve à côté de Méditerranée. Il attend un bateau qui vient de Méditerranée. Il regarde le ciel. Peut-être il y a un avion qui va larguer des parachutes. Leur pied, il est sur la route vers le nord de Gaza. Peut-être il y a un camion qui va rentrer. Le jour qu'on est rentré, il y a beaucoup de gens qui attendaient sur l'entrée de frontières pour regarder s'il y a des aides humanitaires ou alimentaires pour attaquer le bus ou le camion. Donc, je les appelle les chercheurs de vie. Il peut aussi mourir à cause de l'aide humanitaire, comme c'est arrivé il y a quelques jours, avec les parachutes qui sont tombés sur les gens, avec le mouvement de foule, et aussi avec les snipers. Juste hier, on avait 107 morts sur 24 heures, avec 170 blessés à Gaza. C'est que des chiffres. Les vies des gens transformées en chiffres. Les joies des enfants transformées en chiffres. On a plus que 32 000 morts dès le début de la conflit. On a plus que 75 blessés. C'est des blessures graves. Le mort, il devient quelque chose habituel et presque normal aussi. Je suis passé dans le service d'urgence avec un collègue pour voir un malade. Et là, il y a une famille avec leur mamie qui nous demande parce qu'il ne bouge plus. Il le regarde, il examine le pouls carotidien, il dit « Voilà, il est mort, vous pouvez partir. » Tout simplement. Le mort, il est devenu quelque chose de normal. J'ai rencontré une IBOD, une infirmière de bloc opératoire, les premières 2 jours qui était enceinte. Et d'ailleurs, il y avait 60 000 femmes enceintes dans le banc de Gaza. Il y a 5 000 accouchements par mois. Mais ces accouchements, on ne sait pas comment se faire. Il y a un hôpital mère-enfant, l'hôpital Imarati, mais il n'y a pas tout le monde qui a l'accès à cet hôpital. Les femmes, ils s'accouchent dans les tentes ou dans des voitures des fois. Et je parle dans la zone de luxe, la zone de Rafah. C'est une zone de luxe par rapport à tout ce qui se passe au nord de Gaza, qui est inimaginable. Donc cette femme, elle est accouchée. J'ai appris ça 1 semaine après. Elle est accouchée dans une tente. Mais tous les parents qui ont planifié l'accouchement dans cette période, ils ne pensaient pas à ça. Les petites choses qu'on pense qui est normal, de trouver des couches pour les enfants, de trouver de nourriture, de lait et tout ça, c'est devenu un cauchemar pour les parents. Les femmes là-bas subissent de malnutrition, surtout les femmes enceintes. L'allaitement, c'est tellement difficile. Et aussi les enfants qui sont nés, des fois c'est difficile de trouver de quoi les couvrir. Dans le service d'urgence pédiatrique, ils passent tous les jours, j'ai passé pour regarder pour un moment, 300 enfants. Il y en a 50 enfants toujours, c'est de l'hépatite B, parce qu'avec tout l'eau qui n'est pas propre, non potable, tout ça, ça propage l'hépatite B. Il y en a 50 enfants aussi, des déshydratations graves, et certains nécessitent une admission en réanimation, et certains sont morts. Le lait de formula, ça n'existe plus, donc tous les malades, tous les enfants qui sont besoin,
il passe en diarrhée chronique, il se trouve dans les soins continus après il meurt. Dans ces conditions, comme il y a les étudiants de médecine, je voulais parler de cas des étudiants de médecine à Gaza. On a 2 facultés de médecine qui sont complètement détruites, brûlées, il n'y a plus rien dessus. Les professeurs, il y en a certains qui sont morts et certains qui sont déplacés, cherchent la vie comme tout le monde. Voilà. Donc les étudiants de médecine, on se trouve avec des centaines d'étudiants de médecine avec aucun espoir pour poursuivre leurs études. Les frontières fermées, ils ne peuvent plus sortir pour poursuivre leur cursus ailleurs. L'électricité, l'Internet coupé, donc plus possible de faire ça sur ligne à distance. J'ai rencontré les 2 étudiants de médecine en 2e année, Sama et Ragad, qui s'est porté volontaire dans le service de chirurgie vasculaire pour aider. Il apprend vite, il aide, ils font des interventions chirurgicales, des petites interventions, ils font des soins infirmières, ils sont très volontaires, mais ils n'ont aucun espoir dans cette situation. Je profite aussi de parler un peu de médecine de guerre pour les étudiants de médecine. C'est un domaine de médecine qui est différent de médecine civile ou même des maladies, des pathologies traumatiques. Parce que déjà, c'est des problématiques compliquées, des pathologies chroniques qu'on n'a pas vues auparavant, des afflux de patients polytraumatiques avec des chocs profonds. Tout ça, on devait travailler dans des conditions difficiles de travail et de vie, avec des manques de moyens, et on doit s'adapter. Donc il y a beaucoup de points qui font la différence entre la médecine, la chirurgie de guerre et la chirurgie traumatique qu'on voit quotidiennement. Donc tous les patients qui arrivent à l'hôpital, après une explosion, c'est soit brûlés, soit blessés, soit plastés, avec le choc, l'onde de choc de l'explosion. Donc c'est polytraumatisme grave. L'énergie portée par l'éclat du bus est beaucoup plus important qu'une plaie par balle. Donc on voit, j'ai pris ici 2 photos à Gaza pour des gens qui sont subis d'éclats de bus. Je te montre rapidement. Les pathologies chroniques sont oubliées dans ces conditions. Déjà, il y en a beaucoup moins des hôpitaux. Il n'y a plus de centres de soins primaires, donc les patients ils trouvent des difficultés d'aller à l'hôpital. Les routes sont coupées, il n'y a plus de moyens de transport. Après, ils n'ont pas leurs médicaments, les maladies, surtout les patients cardiaques, et les patients qui ont des tumeurs, qui souffrent de douleur. Il n'y a plus de traitement par chimiothérapie, il n'y a plus de radiothérapie, donc ils souffrent de douleur chez eux. Il n'y a plus de morphinique. Et quand on fait avec l'organisation, les ONG rentrée du morphinique, ça on doit le partager aussi avec l'anesthésie générale pour le bloc opératoire. Donc au moment où on devait aussi choisir, est-ce qu'on donne ça pour le bloc opératoire ou est-ce qu'on donne pour un malade qui a une tumeur qui doit calmer ses douleurs. La première intervention que j'ai faite, c'était une amputation bilatérale pour une vieille dame qui subit d'une ischémie aiguë depuis longtemps, qui j'ai mis sa photo, qui n'avait aucune chance de la sauver. Le patient à côté, les malades dialysés qui souffrent aussi beaucoup, qui a une anévrisme sur sa fistule avec une nécrose. Ce patient, on devait le prendre en charge rapidement le jour même, ce qu'on fait à Strasbourg par exemple. Mais ce patient, il n'y avait pas la place au bloc opératoire pour le prendre, pour le faire le jour même. Il n'y a pas la place pour le prendre à l'hôpital, pour le faire attendre. Donc on l'a demandé de revenir le lendemain. Je n'ai pas de nouvelles jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on parle de manque de moyens, je ne parle pas des pansements sophistiqués ou quelque chose qui manque, je parle des choses vitales. Je parle des manques de moyens vitaux. J'ai opéré un patient pour un pontage, on dirait simple. 5 jours après, il a développé un simple. 5 jours après, il devait passer en dialyse parce qu'il a augmenté son potassium à 8. Le centre de dialyse a pris 10 heures pour organiser le transfert parce que c'était dans un autre centre. Il arrive là-bas, il lui dialyse 1 heure sur le même circuit avec 3 malades. Ils se partagent des circuits de dialyse. Ils ont dialysé que pour 1 heure. Il est rentré à l'hôpital chez nous avec 7 de potassium. Il est mort.
Un autre enfant de 14 ans, je l'ai opéré pour une blessure de la veine cave et l'aorte. On a fait un damage control, c'était trop bien passé. Quelques heures après, en réanimation, il est mort. Pas de surveillance de gaz de sang, ils n'ont pas d'équipe de gaz de sang, ils n'ont pas de moyens de surveiller ce type de pathologie. Donc, lorsqu'on parle de manque de moyens, c'est quelque chose de fondamental, des choses importantes. Le produit d'anesthésie générale, c'est rare, donc on essaye de tout faire avec un rachis anesthésie ou un anesthésie loco-régionale, comme dans la photo. On s'adapte. Donc, je pose la question, comment on s'adapte? Donc, mes collègues sur place, comme il n'y a pas de place au bloc opératoire, toutes les amputations du pied diabétique, ils le font en urgence, sans anesthésie. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas faisable. Mais s'adapter parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Sinon, les patients, ils vont mourir à cause de l'infection. Ils ont trouvé, comme il n'y a pas de produit de nettoyage, ils faisaient un pain pour les pansements avec de chlore, comme à la piscine. Après, ils font des pansements avec que des compresses. Ils n'ont pas d'autre type de pansement, ils n'ont que des compresses. Cet appareil qu'on voit sur la photo qui coûte 2000 € pour accélérer la cicatrisation des plaies, il n'existe plus là-bas. Donc ils ont fait un sort de brancher le tuyau sur l'aspiration centrale de l'hôpital. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'idées dans des conditions de guerre pour s'adapter aux moyens et aux conditions qu'on a. Je vais parler de quelque chose d'important, c'est un message pour l'avenir, pour les étudiants de médecine, de principe de damage control. Lorsqu'on reçoit les malades, c'est des malades polytraumatiques qui ont plusieurs blessures. Si on va travailler chaque spécialité, ça va prendre plusieurs heures. Le patient, à la fin, il va mourir à cause de l'acidose, de la perturbation de la physiologie, la coagulopathie et aussi l'hypothermie. Donc le principe de damage control, c'est de réaliser une intervention rapide, de traiter la physiologie et de ne pas traiter l'anatomie. C'est quelque chose à voir. À la fin de cette présentation, je voulais dire la situation elle est tellement grave et horrible. Et un CC de fou, c'est très important pour pouvoir faire entrer et organiser les aides humanitaires. Et moi, je crois toujours au sourire des enfants de Gaza. Donc, je laisse le sourire des enfants de Gaza parler. Merci. Donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est voilà, un dialogue entre M. Pitti, M. Durba, Frédéric Vagneron et moi-même. On a quelques questions pour accompagner cette discussion, préciser certains points et avoir l'occasion aussi d'entendre votre témoignage, M. Pitti. Donc, bonjour à toutes et à tous. Peut-être d'abord vous dire qu'on est très content de pouvoir organiser avec les étudiants cette réunion publique. Et on remercie évidemment de médecins d'être ici pour témoigner. On a déjà eu un premier témoignage poignant de la situation dramatique. Peut-être une première question pour vous. Du coup, comment est-ce que concrètement l'organisation de soins peut se réaliser avec un peu les grands modèles de la médecine de guerre et de la médecine d'urgence, notamment les questions de triage par rapport à cette situation qui rend, avec le manque de moyens, la confrontation de problèmes de réfugiés qui sont les lieux de soins. Comment est-ce qu'on pratique la médecine d'urgence et la médecine humanitaire dans ces conditions? Alors, on est dans une situation dans une situation exceptionnelle. J'ai passé ma vie sur les zones de guerre, comme médecin militaire et comme médecin humanitaire. Et je dois dire que c'est bien une situation exceptionnelle. On ne retrouve ça jamais. On a peut-être eu ça à Alep pendant 6 mois, pendant le siège d'Alep, mais encore, la population pouvait quand même se réfugier dans les caves et pouvait éventuellement se mettre à l'abri. Elle n'avait pas de nourriture non plus, elle n'avait pas d'eau, mais ils ont réussi à creuser des puits dans la ville d'Alep pour pouvoir avoir de l'eau de la nappe phréatique, même si elle était polluée, mais ils pouvaient en utiliser. On se retrouve ici dans une situation
jamais vu. C'est du jamais vu. Je ne vois pas comment j'ai osé utiliser des mots qui m'ont valu une certaine rancune d'une communauté, parce que j'ai dit on est devant un camp de concentration. On est devant, et c'est pas moi qui l'utilise d'ailleurs ce mot, c'est un véritable pogrom. Et c'est Anne Sinclair qui le dit elle-même. On est devant une situation où vous avez obligé 1 500 000 personnes à partir, à fuir de chez elles du Nord, sans pouvoir prendre leurs affaires, en les poussant vers la ville de Rafah, qui est une ville de 240 000 habitants, et pour lesquels personne, en leur disant qu'ils étaient protégés, en allant dans la ville de Rafah, et dans lesquels rien ne les attendait. Aucun lieu d'hébergement pour 1 500 000 dans une ville de 240 000. Et ce que vous avez vu dans les couloirs de l'hôpital européen, où j'étais, du 22 janvier au 6, dans cette situation-là, vous avez la même chose sur les trottoirs, vous avez la même chose dans les quelques espaces libres, etc., où les gens se sont construits des abris de fortune, et ils sont dans cette situation-là. Et vous avez, je suis allé à Rafah 6 fois, à Rafah, vous avez une masse, une population complètement désœuvrée, qui cherche en permanence de la nourriture, qui fait la queue pour essayer d'avoir à manger, qui fait de la queue pour trouver à boire, qui cherche en même temps pour avoir des centres de soins primaires pour prendre en charge leurs pathologies aiguës, leurs pathologies chroniques, etc. Vous avez une situation qui est, on a enfermé dans une nasse 1 500 000 personnes, et vous avez en même temps les évacuations sont bouchées, les poubelles sont abandonnées, et j'ai rencontré le maire de Rafah qui dit qu'il n'a pas d'essence. Le litre d'essence coûtait 30 €. Du même coup, il ne pouvait absolument pas ramasser les poubelles. Donc vous avez toutes ces poubelles qui sont là, vous avez de la pluie, pendant cette période il pleuvait, et donc tout est boueux partout, partout. Et cette population vit dans cette situation-là. On est dans une situation qui est scandaleuse au vu et au su du monde entier. C'est que nous voyons, nous savons, nous voyons comment. Et en même temps, elle est bombardée. Jour et nuit, on lui a fait croire qu'elle serait protégée. Elle ne l'est pas. Elle est bombardée. Vous avez bien évidemment l'effondrement, les bombardements sont assez bien ciblés sur les maisons, les immeubles, mais en bas des immeubles, vous avez des gens qui dorment. Et les gravats tombent sur eux en même temps. Au point tel qu'ils n'ont pas d'engin pour pouvoir aller ramasser les gravats. Il y a des gens qui sont en dessous, qui meurent certainement en dessous. Et en même temps, les familles savent qu'il y a des gens de leur famille qui sont là sous les gravats, alors ils mettent des panneaux avec le nom des personnes qui sont sous les gravats pour pouvoir ensuite espérer un jour pouvoir les sortir des gravats. Donc on se retrouve dans une telle situation qui est horrible, scandaleuse. Humainement, on a déshumanisé 1 500 000 personnes. Je dis bien qu'on les a déshumanisées. Il y a pire pour moi que de tuer, c'est d'enlever la dignité des personnes. Et quand un père ne peut pas trouver à manger pour sa famille, quand il ne peut pas laver ses enfants, il ne peut pas les habiller, il ne peut pas leur donner à manger, il ne peut pas, et qu'il est dans cette situation, c'est inacceptable dans notre monde d'aujourd'hui. Ce qui se passe est scandaleux et inacceptable. Inacceptable. Voilà. Pour toute cette population. Alors ça, c'est Rafah. Mais au nord, les Israéliens ne laissaient absolument rien passer au nord. Et vous avez 500 000 personnes au nord qui sont dans la famine. Vous avez la malnutrition dans le sud, malnutrition qui est liée à l'absence de diversité de la nourriture, d'accord ? Donc, et en particulier, les enfants sont touchés par cet état de malnutrition. Et vous avez au nord, vous avez la famine, et vous avez vu ces images, ces gens en train de courir après la nourriture, ramasser des graines éventuellement lorsqu'un camion arrive à passer, et bien après que le camion soit parti et que des sacs se sont répandus, vous voyez les enfants rechercher à genoux les graines, etc. C'est ça que nous avons sous nos yeux en 2024 au XXIe siècle.
Et la communauté internationale condamne, mais n'agit pas. Elle condamne, mais n'agit pas. Et donc, nous assistons à un véritable scandale. Nous devrions être des millions dans la rue, d'accord, à manifester, d'accord, notre compassion, mais aussi organiser pour que notre gouvernement s'engage dans une action véritable et qu'on cesse d'être dans les paroles. Il y a des moyens de rétorsion, nous l'avons fait contre la Russie, nous l'avons fait contre la Syrie, nous avons ramené notre ambassadeur de Syrie dès 2011. Il n'y est toujours pas, notre ambassadeur à Damas. Toujours pas. Alors pourquoi nous ne pouvons pas rappeler notre ambassadeur d'Israël? Pourquoi nous ne pouvons pas demander à l'ambassadeur israélien de venir s'expliquer? Pourquoi est-ce que nous restons comme ça? Il y a l'embargo sur les armes. Il y a la possibilité éventuellement de bloquer des sanctions économiques. Il y a la possibilité éventuellement aussi d'empêcher tous les responsables israéliens de sortir d'Israël. Il y a la possibilité de bloquer les avoirs. Il y a la possibilité d'ordonner cela. Ou même éventuellement de dire « nous allons le faire si vous ne le faites pas ». Les mettre dans une obligation de le faire. Ben, nous ne le faisons pas. Il y a l'accord d'association. J'ai découvert ça, qu'il y avait un accord d'association entre l'Union européenne et Israël. C'est-à-dire que nous fournissons de l'argent à Israël pour la recherche, pour la culture. Dans l'alinéa numéro 2 de cet accord d'association, il est stipulé que cet accord ne vaut que si l'État est démocratique et qu'il respecte les droits de l'homme. Il a donc, un certain nombre de députés, etc., ont demandé de dénoncer cet accord d'association. Là, la semaine dernière, eh bien, 5 États européens se sont opposés à la levée de cet accord. Seule l'Espagne, d'accord, et l'Irlande. Et l'Espagne, de surcroît, a rappelé son ambassadeur. D'accord? Alors si l'Espagne peut le faire, pourquoi nous ne pouvons pas nous le faire? D'accord? Pourquoi? Aujourd'hui, vous me voyez dire ça avec autant de force, parce qu'il y a lieu d'agir. On ne peut pas continuer. Il y a nécessité de passer à l'action. On ne peut plus se contenter simplement de dénoncer. On ne peut pas. Chaque jour, ce sont des centaines de gens qui meurent. Et maintenant, vous voyez apparaître les premières photos d'enfants qui sont faméliques et qui meurent par absence de nourriture. Impossible. Alors, si vous voulez parler maintenant sur le plan sanitaire et de l'hôpital, en situation dégradée comme ça, comme l'hôpital européen, il y a 25 000 personnes autour de l'hôpital européen qui ont été déplacées et qui sont venues contre l'hôpital pour se protéger. Vous en avez 3 000, comme vous l'avez vu sur les images de Joubran, qui vivent à l'intérieur de l'hôpital, avec les enfants, bien évidemment. Vous avez un hôpital de 400 lits qui en accueille 900. Il y a au même temps, cette population qui est à l'extérieur a des besoins de santé primaire. Elle a des besoins de santé primaire au sens de pathologies aiguës saisonnières. Il y a des problèmes respiratoires, il y a des bronchites, il y a des bronchiolites, etc. Elle a besoin de consulter. Les conditions de vie sont précaires. Il y a, les gens se chauffent avec du bois. Souvent, ils vont chercher le bois dans les gravats. C'est-à-dire qu'ils vont prendre du bois de portes, de fenêtres, etc., qui sont couverts de peinture, et en fin de compte, ils s'intoxiquent. Ce qui entraîne des réactions respiratoires chez ces patients. Et donc, ils viennent consulter. L'hôpital est débordé par le nombre de gens qui sont aux urgences. Débordé. Qui viennent contre le comptoir pour essayer de se faire enregistrer, pour avoir un médecin, un interne, etc., pour être vu. Et là-dessus, vous avez constamment l'arrivée d'ambulances, toutes sirènes sonnantes, d'accord, qui traversent cette foule qui, au même temps, ne sait pas quoi faire. Alors, elle vient regarder ce que l'ambulance va sortir. Ils viennent là, curieux de voir qu'est-ce qui se passe. Et là, vous voyez les morts sortir en même temps que les blessés graves, etc., des bombardements. D'accord? Les drones tueurs, ça existe. Le drone descend devant vous et vous tue. D'accord? Ou il est derrière et il est commandé par quelqu'un qui est assis sur une chaise
et qui décident de vous tuer. Voilà, comme ça, brutalement. Et vous avez aussi les blessés des snipers. Et les snipers, quand les troupes israéliennes se déplacent, comme elles sont dans un environnement, c'est normal, qui est urbain, qu'elles ont peur en même temps dans leur déplacement d'être attaquées par le Hamas, alors ils mettent en place les snipers qui visent à protéger le déplacement des troupes au sol. Et ces snipers ont pour but de tuer tout ce qui bouge. Et je dis bien tout ce qui bouge. Femmes, enfants, etc. bougent de manière à ce que les troupes israéliennes soient protégées par les snipers. Et donc on voit arriver des blessés au niveau de la tête essentiellement. D'accord ? Ils tirent à la tête. Mais ce qui est pire que de tuer, ce n'est pas simplement de tirer dans la tête, c'est qu'ils utilisent, et moi je suis médecin militaire, donc je peux vous parler des armes, ils utilisent des balles à basse intensité, et non pas des balles à haute intensité. La balle à haute intensité, quand elle rentre dans le crâne, elle explose à l'intérieur, et elle vous fait, d'accord, elle vous fait exploser tout le cerveau. Là, ce sont des balles à basse intensité, elles rentrent et elles sortent. Donc les gens qui arrivent sont vivants. Mais si on les prend en charge, ce qu'on ferait normalement dans tous nos hôpitaux, ça demande un service de réanimation, ça demande d'endormir la personne, ça demande de pouvoir faire des bilans itératifs, un IRM, etc., pour voir l'évolution. Alors il a été décidé de les laisser mourir, parce qu'il n'y a pas la réanimation, parce que le pronostic, on ne sait pas du tout s'il va être bon ou pas, comme le pronostic ne peut pas être assuré et qu'on n'est pas sûr de les sortir vivants compte tenu que c'est des plaies du crâne, du cerveau, alors on a décidé de les laisser mourir. Et tous les crânes qui arrivent sont condamnés à mort. De ce fait, et Joubran vous l'a dit, la surcharge de travail au bloc opératoire, constante, là, dans une situation dégradée, fait que vous inversez le tri. C'est-à-dire qu'au lieu de dire les extrêmes urgences, je les prends, vous dites les extrêmes urgences, je les abandonne parce que je ne suis pas sûr de pouvoir les sortir vivants. Et si j'essaye de les prendre en disant quand même, mon humanité me pousse à les prendre, je vais consommer du matériel, je vais consommer du travail infirmier, etc. Je vais consommer des places de réanimation et je ne suis pas sûr du pronostic. Alors vous inversez le tri. Vous prenez en priorité ceux dont vous êtes sûr de pouvoir les sortir vivants. Ceux dont vous êtes sûr. Parce que cet hôpital-là, c'est l'hôpital qui accueille et c'est l'hôpital qui doit traiter, puisqu'il n'a pas la capacité d'évacuer vers un autre hôpital. Parce qu'il pourrait être hôpital d'accueil et ensuite hôpital de transfert vers d'autres hôpitaux pour prendre en charge et traiter. Mais non, il est impossible d'évacuer. Il y a actuellement une liste donnée à la Croix-Rouge de 8000 blessés graves, brûlés, traumatisés, etc., qui nécessitent d'être évacués vers des hôpitaux de structure et de niveau technique plus adaptés à leur pathologie. Ces 8000, les Israéliens ne les font pas sortir. Vous avez 70 000 blessés à l'intérieur qui demandent des soins, qui nécessitent des soins, qui nécessitent des pansements, d'être revus, etc. Impossible. Pourquoi ? Avant la guerre, il y avait 3500 lits à Gaza. C'était déjà insuffisant pour une population de 2,2 millions. C'était déjà insuffisant. Actuellement, il n'en reste plus que 1000 de lits. Et dans l'hôpital européen, ils ont augmenté leur capacité en passant de 400 à 900, mais vous avez 65 à 70 000 blessés. Donc ça veut dire qu'il vous faudrait au moins 6500 lits. 6500 lits. Il n'y a pas 6500 lits. Il n'y a pas. Tous les gens qui sont opérés, soignés, impossible de les reprendre pour refaire les pansements, etc. Et Joubran l'a dit, tout est infecté. Tout est infecté. Tout s'infecte. Avec des germes qui sont multirésistants. Des germes qui sont multirésistants. Et vous avez des gens pour lesquels on a mis en place ce qu'on appelle un fixateur externe, c'est-à-dire qu'on a essayé de bloquer les articulations pour les aligner, mais comme il y a des plaies, on ne peut pas fermer, et bien ces gens sont renvoyés chez eux avec un fixateur externe. Comme ils ne sont pas revus, et comme les conditions d'hygiène sont désastreuses, là où ils sont sous tente, etc., il n'y a pas d'eau,
ils reviennent avec des passements qui sont sales, c'est infecté, ils ont ce qu'on appelle des ostéites, d'accord? Et on est obligé de les amputer. Et on les ampute alors qu'on a quand même essayé de mettre en place des fixateurs externes. Et donc, on ampute beaucoup. Et c'est normal dans ces situations dégradées. Il faudrait un chirurgien vasculaire pour essayer de rétablir. Le chirurgien vasculaire a besoin de temps. Il met 1 heure, 2 heures, 3 heures, d'accord, pour essayer de rétablir une circulation avec tous les risques que cela peut. Mais enfin, on peut toujours essayer. Mais dans cette situation-là, on coupe. On coupe. C'est-à-dire là, on donne la chance au pronostic vital sur ce qu'on appelle le pronostic fonctionnel. On peut faire couper une jambe, couper un bras, d'accord, mais permettre en même temps à la personne de vivre là. Et donc, on ampute beaucoup. Tous les graves sont abandonnés et meurent. Ils meurent sans accompagnement. On ne peut pas les accompagner parce qu'on n'a pas suffisamment de morphine et de sédatifs. Donc les gens, on décide de ne pas les soigner et on les abandonne dans un coin en attendant qu'ils meurent. Voilà, c'est la situation qui se vit, d'accord? C'est une situation vraiment jamais vue pour moi, qui est horrible, d'accord? Et les bombardements se poursuivent constamment, jour et nuit. Et vous avez, pire que ça, vous avez un drone de surveillance. Ce drone de surveillance survole permanence toute la zone de Rafah. C'est un espèce de gros bourdon, et c'est jour et nuit où vous avez ce bourdon, c'est-à-dire que même la nuit vous ne pouvez pas dormir dans le silence, vous avez ce bourdonnement constant qui est au-dessus de vous. Et quand vous sortez, comme ça m'est arrivé que nous attendions le véhicule pour sortir et partir de l'hôpital européen, à un moment donné il faisait beau, j'ai levé la tête parce qu'on voyait le drone et le soleil faisait briller ses ailes, et on me dit « baisse la tête, parce qu'il te voit ». Et comme nous étions un groupe de médecins en attendant un bus, il y avait un regroupement, c'était au risque qu'ils nous bombardent. Voilà. Je ne peux que je ne sais pas si j'arrive à vous faire comprendre qu'il est temps d'agir. Alors, il y a la résolution de l'ONU, maintenant, qui demande un cessez-le-feu immédiat. D'accord? Il y a eu 390 résolutions. Aucune n'a été véritablement suivie par Israël. Aucune. L'avant-dernière résolution faisait obligation à Israël de nourrir de manière massive la zone de Gaza. Ils ne l'ont pas fait. Est-ce qu'ils vont obéir à celle-là? D'accord? Alors là, c'est là ou jamais où il faut mettre en place des sanctions. Je vois un pays qui ne respecte pas le droit humanitaire international, un pays qui ne respecte pas les résolutions de l'ONU, est un pays, à mon sens, qui devient un pays paria de la communauté internationale, et avec un pays paria qui ne respecte pas les règles internationales, alors il ne faut pas avoir de relation avec lui, il faut l'isoler sur la scène internationale. Merci. Un commentaire et 2 questions pour poursuivre la discussion. Un commentaire, vous avez commencé par dire on le sait et on laisse faire. Et le commentaire, enfin, on n'est pas si nombreux que ça. Et d'où l'importance de cette rencontre ce soir, à sentir véritablement ce qui est en train de se passer là-bas. Effectivement, il y a un on sait, mais qui est un on sait très désensibilisé, qu'on peut partager dans nos lieux de travail, avec les gens qu'on rencontre. Et pour cette raison, je crois merci aux étudiants d'avoir organisé cette rencontre et merci à vous d'avoir accepté d'être là. Donc ça, c'est pour le commentaire. Je rajoute 2 choses encore rapidement, parce que ça n'a pas été dit comme si c'était une évidence, mais il me semble, et n'hésitez pas à me reprendre si je dis une bêtise, et que les images que vous nous avez montrées avant, on parle de médecine de guerre, mais on a affaire ici, c'était des civils. Je crois que c'est important de le rappeler. Encore une fois, c'est une population qui est civile, qui est l'objet de ces bombardements et de ces blessures. D'où mes 2 questions. La première, c'est presque aussi même d'un point de vue technique, en fait, comment... Oui, non, mais moi, alors là, non, c'était pas du tout c'est juste pour préciser, encore une fois, parce que ça fait partie du caractère complètement inouï de la situation que vous décrivez. Donc, moi, j'ai 2 questions. La première, c'est comment on fait
pour se retrouver là-bas? C'est-à-dire, vous avez un passé humanitaire, mais alors, très concrètement, c'est-à-dire par où vous êtes rentré, par quelles frontières, comment s'organise votre voyage, quelles sont les autorités auxquelles vous avez affaire pour organiser ce voyage-là. Ça, c'est ma première question, très concrètement. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez du soutien de la communauté médicale en France ou dans d'autres pays? Comment la communauté médicale se mobilise-t-elle ou non sur ces questions-là pour tenter effectivement de joindre sa voix aux vôtres qui nous racontent ce que vous y avez vécu? Merci pour cette question. Pour reprendre sur la médecine de guerre, en fait, c'est le fait d'utiliser les armes de guerre dans cette situation. C'est vrai que toutes les images qu'on a vues, c'est des civils, mais c'était fait les blessures par des armes censées utiliser dans une guerre. Donc on rappelle que Gaza, c'était 350 km², qu'il a reçu 4000 tonnes de bombes sur 5 mois. Donc pour répondre à tes questions, donc, dès le début de l'attaque israélienne, on a entendu des soignants épuisés, des hôpitaux détruits, surtout à Shifa. On a commencé à chercher des ONG qui pour faire des missions pour aller sur place. Donc on a vu avec le Croix-Rouge qatari, égyptien, il n'y avait pas de réponse. Donc après, j'ai su avec que le Palmed, l'organisation palestinienne de médecins de l'Europe, qui a envoyé déjà une mission humanitaire. Donc j'ai pris contact par Raphaël Bitti avec le chef de l'organisation à Paris. Après cette organisation, il ne pouvait pas le faire tout seul. Il avait une autre organisation américaine qui a la force sur place, qui s'appelle Rama autour du monde, voilà la traduction, qu'ils ont beaucoup plus de communication pour nous faire passer à avoir l'autorisation. Donc on a fait les demandes un mois à l'avance. Moi j'ai fait 2 mois, mes collègues sont fait 1 mois. Donc il faut envoyer le CV, le diplôme et tout. Donc c'est comme un concours, hein. Il choisit les gens. 1 mois après j'ai eu la réponse, mais c'était toujours pas sûr. Voilà. Après on a eu l'autorisation, parce que l'autorisation il doit passer par plusieurs étapes. Après, il nous a fait le voyage en Égypte, au Caire. On a pris le bus de Caire jusqu'aux frontières de passage de Rafah. C'était 13 heures de route dans le Sahara de Sina. C'était un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup c'est une zone militaire, il y a beaucoup de barrières sur la route, des examens à chaque étape. Donc ça a pris 13 heures pour arriver à la frontière. Donc après, on est rentré, c'était la nuit. On avait vraiment peur la nuit parce qu'on entend comment ça s'appelle, le drone de surveillance tout le temps. Donc comme il y a 3 voitures, 3 bus qui traversent la route de Saladin qui traverse Gaza de nord vers le sud, il est tellement exposé et surveillé. Donc c'était un moment un peu difficile. Bon, 15 minutes après, on est arrivé à l'hôpital. Donc voilà, c'était pour le voyage. La deuxième question. Est-ce que vous avez un soutien? Quel est le soutien de la communauté médicale? Le micro général. C'était pas. Je vais le faire assez fort. Oui, donc le soutien de la communauté médicale français. Ouais. Moi, j'ai déposé mes vacances à l'hôpital. Je parlais avec mon chef qui m'a soutenu. Il m'a dit voilà, vous avez tous mes soutiens qui est présent aussi. Je remercie beaucoup. Et puis, de soutien médical de communauté, non, on est parti tout seul, comme des personnes. On a même signé l'autorisation comme quoi on reconnaît tous les risques. L'organisation n'a aucune responsabilité sur notre vie, ou si jamais il nous arrive quelque chose. On n'a pas le droit de porter plainte au cas où. Même un autre tiers, un membre de famille, il n'a pas le droit de porter plainte au cas où s'il y a quelque chose qui arrive. Donc on est parti sur notre responsabilité personnelle. L'élément qui a rappelé dans le cas de M. Pitti, c'est aussi votre expérience de longue durée en tant que médecin militaire, et je pense que ça donne aussi une forte portée à ce que vous décrivez et l'exceptionnalité et le caractère particulièrement dramatique de la situation actuelle. Il y a 2 points, et puis après on ouvrira à la salle. Il y a une dimension dont vous n'avez pas parlé, c'est la question de santé mentale aussi, voilà, les troubles psychiques auprès de la population que vous allez pouvoir ou ne pas pouvoir traiter. Et vu
des urgences et la manière dont vous devez trier finalement ceux que vous pouvez faire avec une inversion, comme vous nous l'avez dit, finalement, de ce que vous auriez aimé faire en termes de principe de la médecine de guerre. Donc, quid de la santé mentale, des problèmes psychiques que vous voyez quand vous êtes intervenu. Et puis un deuxième point, vous avez parlé de la dignité, des questions de dignité des vivants qui sont bafoués. Il y a une autre question, et qui a aussi des répercussions sanitaires, c'est la dignité des morts, la question des inhumations. Est-ce que vous pouvez, vous avez parlé déjà un petit peu avec la question des gravats, développer qu'est-ce qui se passe pour les corps? Joubran a exprimé cela tout à l'heure quand il a dit on est dans la défense de la vie. Non, en vérité, on est aussi dans ce qu'on appelle, on est dans la situation de survie. Et les gens sont en situation de survie, et non pas de vivre simplement, mais de survivre à la situation qui leur est faite. Cette notion en même temps de survie modifie complètement le rapport à la mort. Et on est très étonné dans les zones de guerre aussi violentes, etc. Le rapport à la mort change complètement. Pourquoi? Ben parce que vous voyez, tout le monde est susceptible de perdre quelqu'un ou d'être tué. Et vous avez, la majorité des familles, des médecins à l'intérieur de l'hôpital avaient perdu leurs femmes, leurs enfants, etc. Tous avaient quelqu'un ou avaient des groupes de leur famille qui avaient été tués sous les bombardements, etc. Tous étaient en deuil d'une certaine manière. Et vous êtes très étonné du rapport, c'est-à-dire qu'ils vous disent ben, j'ai perdu mon cousin, j'ai perdu ma famille, j'ai perdu un président d'une association locale qui s'appelle Nour. Lui avait perdu sa femme et ses 2 filles. Il était au travail, etc. Et vous dites, comme c'est étonnant, on n'a pas l'impression qu'il y a du chagrin. On a l'impression qu'ils sont, comment dirais-je, en dehors d'eux. Ils sont dans la survie. Parce que ce qui est arrivé à ma femme, etc., est en même temps arrivé à d'autres amis, à d'autres membres, à d'autres, etc. Donc, vous ne pouvez pas vous plaindre pour vous-même. Vous ne pouvez pas vivre votre propre souffrance, d'accord, quand vous savez que celui qui est en face a peut-être aussi perdu, etc. Et donc, on est véritablement dans une souffrance psychologique très forte. Souffrance. Moi, je l'ai perçue parce qu'ils sont en permanence à la recherche de nourriture. Je suis descendu plusieurs fois à Rafah, je l'ai dit, mais à Rafah, il y a de la nourriture à vendre. Il y a, dans le centre-ville de la ville, vous avez des boîtes de viande, de poulet, d'accord, une espèce de pâté qui est vendu en boîte. Il y a aussi des cubes de fromage qui est vendu. Il y a aussi quelques légumes, etc. Mais c'est très très cher. Ce sont toujours les profiteurs de la guerre qui font rentrer des camions d'Égypte, eux, par entente, d'accord, et qui vendent là. Mais il faut avoir de l'argent. Et les gens n'ont pas d'argent. Ceux qui étaient dans le nord sont partis, les banques sont fermées, etc. Ils ne sont pas partis avec leur avoir. Tout était fermé, ils n'ont plus rien. Et donc, il y a en même temps cette nourriture qui est visible. Et l'impossibilité en même temps d'y accéder. L'œuf coûte un peu moins de 1 euro. L'œuf. Et vous n'en trouvez pas, vous n'en voyez pas. Des œufs. Pas de viande non plus, etc. Donc, ils sont là. Ils circulent, ils marchent, c'est très difficile d'ailleurs de marcher tellement la foule est épaisse, etc. Non. Et alors, la moindre, dans cette situation où ils sont les uns sur les autres, la moindre dispute a tendance à évoluer vers l'émeute. C'est-à-dire que vous avez toujours, à ce moment-là, 2 groupes qui se forment. Et la voix monte, et ça monte très vite. Près de l'hôpital européen, un homme a essayé de voler à l'arraché comme ça, parce qu'il y avait plein de monde devant le type qui vendait ces boîtes de rations là, etc. Il a été saisi. À ce moment-là, la foule s'est mise autour, et il a senti qu'on voulait le tuer, le lyncher, parce que là, ça criait de plus en plus fort. Il s'est mis à courir, et alors ils se sont tous précipités derrière lui, pour courir derrière lui, pour le rattraper. Il s'est dirigé vers l'hôpital européen, vers le service des urgences, pour essayer de s'abriter à l'intérieur. La garde est sortie, a été obligée de tirer des salves en l'air,
pour calmer la foule. Et donc vous sentez bien que dans cette foule, il y a une situation de tension comme ça très forte. Si bien que quand les camions arrivent et qu'ils peuvent sauter sur les camions pour prendre de la nourriture, etc., il y en a qui se lancent comme ça, qui sont dans une situation de survie. Ils veulent essayer d'avoir de la nourriture. Ils ne veulent pas attendre, ils ne veulent pas qu'on leur distribue. Ils ne sont pas dans cette situation-là. Ils ne vont pas faire une queue de 2, 3, 4 heures, 5 heures pour essayer de faim. Ils ont faim, ils veulent. C'est là où je dis qu'on a enlevé la dignité des individus. C'est là où on se rabaisse à vouloir survivre et contre les autres. On n'est plus dans la communauté, etc. On enlève toute dignité. Je veux sauver ma famille, je veux sauver mes enfants, je veux, etc. Je veux leur donner à manger. Voilà. Quand on arrive à ça, mais ça, regardez Primo Levi, regardez dans les camps de concentration, le voisin d'à côté qu'on vole dans les camps de concentration, en pleine nuit, etc., pour lui voler, on lui vole ses habits, on lui vole, etc. C'est vraiment typique de ce que l'on retrouve dans les camps de concentration. Quand vous mettez des populations dans cette situation, à la limite de les affamer en permanence, vous retrouvez ça. Et quand j'utilise à terme, et justement qu'on crée les conditions d'un camp de concentration, c'est exact. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est exact. C'est exactement ce qui se passe, et on voit se développer cette mentalité-là. On voit se développer là. Alors, une chose aussi qui est tout à fait spécifique à la situation, c'est que les ONG n'ont pas le droit de rentrer. Dès le début, les Israéliens ont empêché toutes les ONG de rentrer à l'intérieur de Gaza. Et quand je dis les ONG, je dis Médecins du Monde, Médecins sans frontières, Handicap International, CARE, Oxfam, Save Children. Les plus grandes ONG du monde ne peuvent pas rentrer à l'intérieur pour faire ce qu'elles ont à faire, à leur risque et péril. Mais c'est nos missions que d'aller dans ces zones-là pour porter assistance aux populations. C'est nos missions. Et ça, on ne nous laisse pas le faire. Alors, j'ai contacté une ONG qui s'occupe justement des droits humains en disant c'est inacceptable. Nous devrions manifester que c'est inacceptable de ne pas nous laisser rentrer, et nous avons créé un collectif qui regroupe 50 ONG internationales, et qui faisons du plaidoyer pour un cessez-le-feu immédiat. Pour un cessez-le-feu immédiat, et qu'on nous laisse rentrer à l'intérieur. Mais sachez aussi que le siège de Médecins du Monde, détruit. Le siège de Médecins sans frontières, détruit. Le siège de Handicap International, détruit. Il y avait du Hamas dedans? Est-ce qu'il y avait du Hamas dans ces sièges-là? Pourquoi avoir détruit le siège de ces ONG? Est-ce que vous, en tant que médecin qui intervenez sur ce territoire, est-ce que vous pouvez aussi jouer un rôle de témoin d'un point de vue juridique? Est-ce que vous êtes sollicité sur ce mode-là, et comment effectivement, comment votre pratique s'articule éventuellement avec des dispositifs juridiques qui visent justement à accélérer éventuellement justement ce que vous venez de dire là, une transformation de la situation? Moi, personnellement, c'est beaucoup plus compliqué pour moi de jouer ce rôle, parce que lorsque je suis parti pour faire cette mission médicale, humanitaire, et pour 15 jours et retourner, mais je n'ai pas pensé à cette idée encore. Voilà, donc je suis parti pour 15 jours pour faire cette mission médicale, humanitaire, et retourner. Je n'ai pas pensé à des choses juridiques ou des témoignages dans ce domaine. Donc, je sais pas. Nous avons, je dis, le collectif fait du plaidoyer, bien évidemment. Nous n'avons pas cessé d'aller à l'Élysée. Nous sommes allés plusieurs fois rencontrer le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères. D'accord, nous l'avons vu plusieurs fois. Nous n'avons pas arrêté de dire que la France doit pouvoir se singulariser, non pas pour éventuellement rajouter de la violence à la violence, mais la France, notre pays qui se veut défenseur des droits de l'homme,
notre pays qui se veut défendre des valeurs humanitaires, là, doit se singulariser par une position qui est justement la défense et le respect du droit humanitaire international. Nous voudrions que le président change de discours. La première fois où nous avons été reçus à l'Élysée, à la cellule diplomatique de l'Élysée, le président de la République partait le lendemain en Israël. Et à ce moment-là, nous lui avons dit ça à la conseillère diplomatique. Nous lui avons dit la France doit se singulariser par sa position humanitaire et ne pas prendre une position qui est plutôt belliqueuse. Là, dans cette situation, le président de la République va en Israël et fait cette déclaration: il faut une coalition internationale pour aller se combattre contre le Hamas. C'est exactement le contraire que nous aurions voulu. D'accord ? C'est exactement le contraire que nous aurions voulu. Alors, il a changé de position, il a commencé à parler de pause avant un cessez-le-feu, il a commencé, etc. Et une semaine après, il organise, et ça nous a réjouis, il organise la première réunion sur l'action humanitaire à Gaza, le président de la République. Et il fait venir toutes les parties prenantes du monde arabe, etc. Il fait partie prenante, sauf Israël, dont il est prévu justement de rapporter les résultats de la réunion. À nous, ONG, 50 ONG internationales, on nous dit: vous êtes trop nombreux, vous êtes invités, choisissez une ONG parmi vous, prendre la parole, 3 minutes. Alors on a refusé d'y aller. Alors on a été reçus aux affaires étrangères et on a expliqué: c'est pas possible, nous sommes sur le terrain, vous ne pouvez pas nous dire de parler pendant 3 minutes quand la conférence va durer 3 heures. Alors on a réussi à négocier 2 ONG, une défenseuse des droits humains, l'autre de l'humanitaire, et 6 minutes. 6 minutes. Alors, nous avions prévu une conférence de presse à l'issue, donc nous étions à Paris, et 3 de nos camarades étaient à l'intérieur pour participer à la réunion internationale, et là on apprend que la réunion est filmée en live, d'accord, sur Twitter. Donc on se branche tous, et effectivement, on peut voir, d'accord, le président de la République prendre la parole, etc., et commencer à expliquer la nécessité d'une pause humanitaire, etc., et que la France va donner 100 millions. Les pays arabes vont jusqu'à 1 milliard, d'accord, mais dans la situation-là, à quoi servait cet argent, puisqu'on ne pouvait pas le faire rentrer? Donc faire des déclarations d'argent sans pouvoir rentrer, à quoi ça servait? Alors le président de la République, au bout d'1 heure, s'en va. Il donne la présidence à la ministre des Affaires étrangères, Madame Colonna. À ce moment-là, le live s'arrête. Le président est parti, plus intéressant de filmer. D'accord? Et les serveurs rentrent pour distribuer des sandwichs. C'était une réunion sur l'action humanitaire. 3 heures, 10 heures, 13 heures. Était-il nécessaire de distribuer des sandwichs? D'accord? Est-ce qu'il était nécessaire? Madame Colonna se met à mordre dans son sandwich en donnant la parole aux représentants polonais. D'accord? Alors nous nous sommes levés, nous sommes partis. Et il n'y a pas eu d'ailleurs de communiqué final. Voilà. Depuis le début, le sentiment, en tous les cas, que l'on se moque, le sentiment que l'on se moque constamment par rapport à la situation telle qu'elle se présente là. Donc vous dire que les ONG ne peuvent pas rentrer, d'accord, à l'intérieur de Rafah. Et que si je suis rentré, c'est grâce à l'association PALMED, qui elle s'était greffée sur une association américaine, que depuis quelques jours, alors on peut s'inscrire auprès des Nations Unies, et vous pouvez envoyer la liste des médecins que vous voulez faire rentrer, et là on commence à avoir la possibilité de rentrer grâce aux Nations Unies, en y envoyant la liste des personnes qui veulent rentrer, en donnant bien évidemment un dossier, et il faut environ 3 semaines avant d'avoir la chance de pouvoir rentrer.